Hola tout le monde, c'est Aladin. Aujourd'hui, ça va être la première FAQ de l'histoire de ma chaîne. J'ai encore jamais fait ça, mais je trouvais que c'était le bon moment. On est en septembre, c'est la rentrée. On a des nouveaux objectifs à définir. En plus de ça, on vient de récemment passer les 100 000 abonnés et YouTube prend de plus en plus de place dans ma vie. Donc je pense que c'est le moment de faire cette première FAQ. Installez-vous bien, prenez un petit shaker ou un café, peu importe, parce que ça va être une vidéo 100% blabla. Alors déjà, je tenais vraiment à vous remercier pour toutes vos questions. Ça me fait super plaisir de voir tout l'intérêt que vous portez. Et vu qu'il y a énormément de questions qui sont autour du même thème qui concernent mon parcours, je vais d'abord vous faire ça par ordre chronologique. Donc au début de cette vidéo, le plus long, ça va être de vous expliquer tout mon parcours, d'où est-ce que je viens, les métiers que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc normalement, rien qu'en racontant mon parcours, ça devrait répondre à pas mal de vos questions. Et ensuite, je vais prendre quelques petites questions à part qui sortent du lot. Donc me concernant, je suis né le 12 novembre 89 à Montfermeil, c'est dans le 93, donc bientôt 35 ans. J'ai vécu toute mon enfance à Clichy-sous-Bois, pareil, c'est également dans le 93. Et concernant mon parcours scolaire, j'ai fait un bac scientifique spécialité mathématiques. Alors déjà, pendant mon adolescence, j'ai eu plusieurs passions, plusieurs styles vestimentaires. Et ça, j'avoue que mes parents, ils ont pas pu toujours suivre. Je suis passé vraiment par tous les styles. Au collège, j'ai eu une période ardos métalleux avec son satispack et les groupes écrits au Tipels sur son sac à dos. Je faisais beaucoup de rollers à cette période-là. J'en ai même fait en skatepark en club. Donc forcément, il fallait tout le temps m'acheter des nouveaux rollers, des nouvelles protections, des nouveaux vêtements, etc. Ensuite, j'ai eu une longue période avec le basket où je m'habillais en américain, où je m'habillais large, des pots de pêche. Je mettais des fausses chaînes, etc. J'avais même, je m'en souviens, des faux diams. Vous savez, c'est les aimants qu'on mettait. J'allais à Châtelet à Paris pour acheter ça. Et ensuite, un peu plus tard, vers 16-17 ans, j'ai eu une période un peu fashion victime où je mettais par exemple des jeans diesel à 150 €, Le Temps des Cerises, Énergie, Ripley, ce genre de marque là où je faisais les techno-parades. Pour vous dire que vraiment, il y a eu un peu tout ça dans ma vie, mais comme vous le voyez, à chaque fois, j'aimais aller à fond dans mes styles et donc pour ça, il fallait de l'argent. Et donc ça, forcément, mes parents, ils allaient pas me filer 150 balles à chaque fois que je voulais changer de jean. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû aller travailler dans les chantiers. Et ça, dès mon plus jeune âge, je pense dès les 14-15 ans, je faisais déjà tous les étés sur les chantiers. Donc ça m'a appris vraiment la difficulté du métier. Surtout au début, quand on a zéro compétence, qu'est-ce qu'on fait? On casse, on ramasse les gravats, on descend tout ça dans la benne, on charge les camions, on décharge, casser du carrelage et détapisser des appartements. Franchement, c'était vraiment pas drôle. C'était à Paris à chaque fois et c'était 1h30 de transport pour y aller. En plus de ça, à ce moment-là, au lycée, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis de l'époque qui m'a fait découvrir la passion pour le home cinéma, les vidéoprojecteurs, les télés en HD, ce genre de choses. Donc voilà, depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai passé toutes mes vacances à travailler pour me faire plaisir. Pour vous donner une idée, par exemple, rien que à 16-17 ans, j'avais déjà la plus belle télé de la maison. Elle était dans ma chambre parce que moi, justement, ça me dérangeait pas de mettre 800, 1000 € à l'époque dans une télé, alors que celle du salon, par exemple, elle coûtait à peine 200, 300 €. Mais c'est vraiment parce que moi, j'adorais ça depuis que je suis tout jeune. Bref, ces missions de chantier m'ont appris pas mal de choses, mais surtout, elles m'ont appris que j'aime pas du tout la rénovation. Voilà, donc pour tous ceux qui me parlent de projet, d'acheter quelque chose d'usé et de le rénover, j'aime pas du tout ça. Je déteste casser, je déteste ramasser, je déteste bosser dans la poussière, faire du placo, poncer de l'enduit, c'est vraiment pas quelque chose que je kiffe. Donc au moins, grâce à ces expériences-là, j'ai pu comprendre que la rénovation, c'était pas pour moi. Moi, quoi qu'il arrive, j'ai toujours aimé le monde de la vidéo. Depuis qu'on est tout petit avec mes potes, on fait les cons. J'ai pas mal de courts-métrages d'ailleurs de cette époque-là que je garderai toute ma vie parce que franchement, ça vaut de l'or. D'ailleurs, même pour le bac, j'avais pris une option cinéma où j'ai tourné un court-métrage avec mon meilleur pote et mon épouse actuelle, justement. Donc à la maison, j'ai toujours eu un peu de matos, une caméra, un micro. Bref, en 2007, j'ai mon bac S et là, moi, j'ai toujours eu l'envie de faire ingénieur informatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai découvert Matrix, j'étais fasciné par ce monde-là, tout simplement. Et donc, j'avais envie de devenir un codeur pour être vraiment comme dans la matrice. Et donc, j'ai commencé cette école-là qui s'appelle Epitech à Paris. Et c'est là que j'ai remarqué que vraiment, c'était pas fait du tout pour moi l'informatique. En plus, c'était une école bizarre où en fait, il n'y avait pas de vrais professeurs. C'était les élèves de 3e et 4e année qui donnaient des cours, surtout pendant 1 à 2 mois tout au début. La première année, ça s'appelait la piscine. Vraiment, on en bouffait des cours. Et ensuite, on était lâchés en fait. On nous donnait un projet à faire et on avait 2-3 semaines pour le rendre. Et moi, j'aimais pas du tout cette méthode-là. À cette époque-là, j'étais vraiment pas indépendant et il fallait que j'ai quelqu'un derrière moi. Et donc, forcément, cette école n'était pas faite pour moi. Par contre, ce qui était bien avec cette école à 7000 € l'année, c'est qu'avec ça, on avait un accès à Aqua Boulevard. Donc, Aqua Boulevard, c'est un centre aquatique qui est au sud de Paris avec une grande salle de musculation à l'intérieur, sauna, hammam, jacuzzi. Et en fait, plus on allait valider son badge à la salle de muscu et plus ça rapportait des points pour son année. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait lutter contre l'obésité à l'école d'informatique. Donc, pour ça, ils nous filaient cette carte-là qui était comprise forcément dans notre cotisation annuelle. Et donc, moi, j'ai validé cette première année d'école grâce à la musculation, justement. C'est à ce moment-là que j'ai regardé mes premières vidéos motivation, que j'étais à fond sur Schwarzy, Ronnie Coleman, etc. C'était
c'était ouais, vers 2008. Bref, à la fin de cette année, je dis à mes parents, vaut mieux que j'arrête cette école parce qu'elle vous coûte de l'argent pour rien, donc on va pas payer 4 autres années. Autant limiter les dégâts tout de suite. Et à ce moment-là, j'ai également ma journée d'appel, ma JAPD, et là je découvre là-bas qu'avec le baccalauréat, on peut faire une école de sous-officier et sortir de là directement sergent. Et en plus de ça, on a plusieurs spécialités à l'intérieur de l'armée pour faire ce qu'on aime. Donc moi, j'ai toujours été geek, comme je vous l'ai dit. J'ai quitté mon école d'ingénieur informatique, mais par contre, j'ai toujours aimé ce qui était technologique. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'arme des transmissions. Donc c'est vraiment tous les moyens de communication au sein de l'armée, comment on fait pour avoir le téléphone, internet et qu'on puisse communiquer entre nous. Et donc c'est parti, je suis parti me renseigner à mon centre de recrutement à Noisy-le-Sec. Ils m'ont envoyé faire des tests au centre de sélection et d'orientation de Vincennes, le CSO de Vincennes. Donc c'est là-bas qu'on va passer 2-3 jours de tests et voir à quelle arme on va pouvoir prétendre. Infanterie, cavalerie, transmission, etc. À la fin du CSO de Vincennes, on me dit c'est bon pour toi, tu pourras rentrer à Saint-Mexan en transmission. J'étais super content. Par contre, ta rentrée ne se passera que dans 8 mois. C'était en mars 2009 la rentrée. Et donc moi, je ne voulais pas rien faire pendant ces 8 mois. Et donc à ce moment-là, mon CIRFA de Noisy-le-Sec m'a proposé de faire un VDAT, volontaire de l'armée de terre. C'est un petit contrat de moins d'1 an qui m'a permis justement de mettre un premier pied dans l'armée pour pas que je ne fasse rien en attendant Saint-Mexan. Donc moi, mon taf, ça a été de bosser au recrutement pendant 6-8 mois. Franchement, c'était super cool. J'ai pu faire pas mal de lycées, faire des forums des métiers. Par exemple, je suis retourné à mon ancien lycée qui était à Bouloche, à Livry-Gargan pour information. C'était pas mal du tout comme expérience. Au moins, ça m'a bien rempli justement pour arriver jusqu'à mars 2009, rentrée de Saint-Mexan. Alors Saint-Mexan, l'école, ça se situe dans les Deux-Sèvres, entre Poitiers et La Rochelle. Et donc ça va être une école de sous-officiers où on va apprendre pendant 3-4 mois à être un militaire comme tout le monde. Mais ensuite, pendant 3-4 mois de plus, donc en tout ça dure 8 mois, on va apprendre à être un chef de groupe. Donc un chef de groupe, ça commande 10 personnes. Et donc j'ai vraiment adoré cette classe-là parce qu'on a appris énormément de choses. Que ce soit sur le militaire de base, on a appris le NRBC, donc ça veut dire nucléaire, radiologique, biologique et chimique. On a appris la topographie, comment s'orienter avec une carte, une boussole. On a appris un peu de déminage, on a appris le génie, on a appris les transmissions. Bref, l'école se passe. Pendant ce temps-là, nous, on commence déjà à chercher quelle affectation on va pouvoir avoir. Il faut savoir que la plupart des transmissions se passent soit dans le nord, soit dans l'est en Alsace, ou bien un peu en Bretagne. Et il y a seulement quelques régiments qui se trouvent un peu plus bas. Il y a par exemple un régiment de transmission à Agen, mais moi, ce que je voulais, c'était Toulouse. La 11e compagnie de commandement et de transmission parachutiste. Donc, c'était les seuls transmetteurs parachutistes qui étaient accessibles justement en sortant de Saint-Mexan. Et pourquoi ça fait rêver parachutiste? Non seulement parce que c'est prestigieux, on a un béret rouge sur la tête, et en plus de ça, c'est pas négligeable, on a 800 € en plus par mois que par rapport à un béret bleu. Je vous interromps 2 minutes pour vous parler du partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit de Displate. Displate permet de décorer très facilement et très rapidement vos intérieurs en imprimant tout ce qui vous passionne sur de l'acier. Ces posters métalliques sont à la fois durables et d'une incroyable qualité. Personnellement, vous savez que je suis un gros geek dans l'âme. Vous avez qu'à voir l'étagère au-dessus de mon bureau ou bien toute ma collection de Blu-ray. Je suis donc parti ici sur une sélection de méchants emblématiques de la culture pop. On démarre ici avec le Balrog face à Gandalf dans les mythes de la Moria. On a ici le Night King, le roi de la nuit de Game of Thrones. Ensuite, on a Anakin qui vient de basculer du côté obscur. Il est ici au temple Jedi pour exécuter l'ordre 66. De ce côté-là, on a Bane interprété par Tom Hardy dans The Dark Knight Rises. Et juste là, on va avoir 2 gros vers de sable de l'univers de Dune. Et d'ailleurs, si j'ai pris la même affiche là, c'est pour vous présenter un nouveau produit de chez Displate qui s'appelle Textra. Comme vous le voyez sur la gamme Textra, on va avoir un espèce de vernis sélectif qui va avoir en surbrillance certaines parties du poster, pas tout le poster. Et on va également avoir une certaine texture quand on passe le doigt. On sent certains détails qui ressortent. Je trouve ça vraiment magnifique. Pour l'installation, c'est vraiment super simple. La petite lingette pour nettoyer le mur. Voilà, on bosse sur un mur propre. Il nous suffit de prendre la feuille de protection, on va venir la coller ici directement. Comme ça, on n'a pas besoin d'outils et surtout, on fait pas de trous dans les murs. Donc si jamais vous êtes en location, il n'y a pas de problème avec ça. J'installe la feuille ici et ensuite, je viens dérouler. Ensuite, je viens chasser toutes les bulles d'air. Ensuite, on prend la partie aimantée, on décolle le sticker bleu à l'arrière et cet aimant, on le colle juste ici. On reste un peu appuyé et comme ça, l'aimant n'abîme pas le mur. Ça y est, ça tient bien et maintenant, il n'y a plus qu'à jouer. Voyons voir le beau Balrog ici. Ça déchire. En ce moment, avec ma femme, on est en train de se refaire toute la série Game of Thrones. Pour être dans le thème, je me mets le Night King. Dernièrement, avec la sortie de Dune 2, qui est vraiment un chef-d'œuvre, surtout en Blu-ray 4K, il est magnifique à regarder. Je me mets mon petit poster de Dune. Et comme vous le voyez, il y a différentes tailles. Ici, on a la taille M et ici, on a la taille L. Ça aussi, c'est un Displate. Et pour les grands Displates, il faudra 2 aimants par contre. Allez vous balader sur le site que je vous mets en description, il y a énormément de thèmes, que ce soit sur le cinéma, les séries, le sport, les jeux vidéo, peu importe, il y a plus de 2 millions de modèles disponibles. Donc faites-vous plaisir, redécorez vos intérieurs, ou alors moi je trouve aussi que ça peut être un super cadeau. Le display que j'ai de The Mandalorian dans la salle de muscu, ça m'a été offert par Thibaut d'ailleurs. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ça arrivera rapidement, toutes les impressions sont faites en Europe. Profitez de mon code Aladin pour profiter de 32% de réduction quand vous achetez 1 ou 2 posters et 37% quand vous achetez 3 posters et plus. Maintenant, retour à la vidéo. Donc pendant
pendant toute cette école, je fais le maximum pour arriver dans les premiers dans ma spécialité. Et donc arrive novembre et je vois que je finis deuxième de ma spécialité sur une quarantaine, je crois. Et je suis super content parce que je vois que le régiment de Jeveux, il propose 2 places pour ma promotion justement. Donc le premier de l'aspect et le deuxième de l'aspect moi-même, on a forcément pris ce régiment-là. Et donc comme je vous l'ai dit, ce régiment se trouve à Toulouse, à Balma plus exactement. On est là pour armer l'état-major de la 11e brigade parachutiste. Donc j'arrive ici dans un régiment assez prestigieux, où d'ailleurs c'est même pas un régiment, c'est une compagnie. On est à peine 150. Je suis directement un sergent du haut de mes 19 ans. Donc je vais devoir commander des premières classes, des caporaux et des caporaux-chefs parfois, qui peuvent avoir déjà 10 ans de service, qui sont mariés avec des gosses. Et moi je suis là avec mes 19 ans, mais c'est pas grave, je dois faire mes preuves. Comment est-ce qu'on fait ses preuves dans ces moments-là? Il faut ni se faire marcher dessus, ni venir trop la ramener en disant je suis sergent, ferme-la. Donc en fait, il va falloir commander par l'exemple. Donc vous imaginez que moi, toute cette expérience était vraiment une école de la vie. Mais par contre, ce qui m'a servi pour aujourd'hui, ça va être tout ce qui est parler en public, parler à une caméra, être pédagogue, ce genre de choses. Ça me dérange pas du tout parce qu'en fait, pendant 5100, on apprend énormément à être pédagogue parce qu'on va devoir enseigner des choses, on va devoir former des gens. Voilà pourquoi moi j'ai cette facilité à discuter avec vous. Non seulement parce que j'arrive à vulgariser les choses, mais par contre, c'est super important de toujours garder un vocabulaire technique parfait. Ce qui veut dire qu'il faut toujours essayer d'employer au maximum les bons mots et pas trop bricoler en disant bah, j'ai pris une vis par-ci, une vis par-là, alors qu'en fait non, il y a des termes spécifiques et ça je l'ai appris à 5100. Plus précisément, mon métier de transmetteur au sein de cette compagnie-là qui était une compagnie aéroportée, la plupart du temps ça a été de sauter et avec dans mon sac un certain matériel. J'avais par exemple des petites paraboles, j'avais du matériel informatique et une fois au sol, je devais déployer ce matériel-là, taper un satellite et grâce à ça je pouvais délivrer le téléphone et internet à mes chefs partout dans le monde sans limite d'élongation par exemple comme en radio. Et c'est vraiment une spécialité que j'appréciais énormément et c'est en toute humilité que je peux dire que j'ai été major de ma promotion de cette école de spécialisation qui se trouvait à Rennes, à Cesson-Sévigné exactement, l'école des transmissions. J'ai pu faire pas mal de stages et missions pendant ces années-là. Ma mission la plus marquante a été forcément l'Afghanistan en 2011. Ça a duré 6 mois à l'époque et c'était vraiment une époque où c'était assez chaud l'Afghanistan. Juste pour vous dire, je crois que mon mandat a été le plus meurtrier pour la France. C'était le Task Force Lafayette 4. Il y a eu 25 morts pendant mes 6 mois et j'étais situé à Nijrab. Donc une des bonnes choses qu'a pu faire François Hollande en 2012, ça a été justement de fermer ce théâtre parce que c'est tout simplement imprenable. Donc forcément, pendant toutes ces années où je suis parachutiste, je touche environ 2000 € par mois en étant logé, nourri, blanchi. Et j'ai juste à payer pour ma voiture, mon téléphone, ce genre de choses. Donc ça me permet de mettre 1000 € de côté sur mon PEL chaque mois et je vis largement avec les 1000 € restants. Donc grâce à ça, je mettais 12 000 € par an sur mon PEL. En 2 ans, j'avais 24 000 €. Et pendant cette mission en Afghanistan, je touchais 4 000 € par mois pendant 6 mois. Donc 6 x 4, 24 000 €. J'y ai pas touché non plus. Je mets également sur le PEL, j'arrive à 48 000 €. Avec l'argent que j'avais déjà de mes parents, j'arrive à peu près 50 000 € sur mon PEL. Donc en 2012, dès que je rentre de mission, ce que je fais, c'est que je me mets à la recherche d'un appart. J'en trouve un, 100 000 €, 98 000 exactement. Je mets 50 000 € d'apport, donc 50% de l'appart était en apport, dans une jolie résidence récente avec piscine. Et j'ai commencé justement à rénover cet appartement. Il n'y avait pas grand chose à faire, c'était surtout un coup de peinture. Mais en fait, sur les murs à Toulouse, je sais pas pourquoi, il y a de la goutte. Donc en fait, c'est quelque chose qui est projeté, on dirait un crépi d'intérieur, c'est horrible. On peut pas du tout peindre là-dessus, surtout que moi à l'époque, j'avais des goûts qui se discutent. J'ai fait la moitié haut du mur en blanc, la moitié basse du mur en gris, avec une frise noire au milieu. J'avais vu ça dans Déco de Valérie Damido et je m'étais dit, oh, chez moi j'ai envie de faire ça. Bref, c'était horrible à poncer, ça je m'en souviens, j'avais utilisé une ponceuse à bande à l'époque. J'avais même pas d'aspirateur, je l'avais foutu partout dans le couloir, c'était horrible. Et une des créations que j'ai kiffé faire dans cet appartement, ça a été tout mon Media Center, ce meuble télé que j'ai fait en placo avec des niches. Ça franchement, ça a été super cool. Ça m'a pris à peu près une semaine à faire et j'ai pu y intégrer tout ce que je voulais avec mes petites colonnes à l'époque, en intégrant ma petite Xbox, la petite enceinte centrale, un petit caisson de basse sur le côté. J'avais réussi à caler la télé comme je voulais, pile à fleur du meuble, ni enfoncée ni ressortante. Ouais, j'en étais bien content de cette création et dès que j'invitais des potes à la maison, il y avait toujours cette réaction de waouh. Franchement, ça donne un petit sentiment de fierté. Bref, en 2013, lors d'un saut en parachute, il y avait énormément de vent. Je me demande encore pourquoi on a été largué, parce que lors de mon saut, il y a eu 7 ou 8 blessés déjà. Et moi, je me casse le scaphoïde. Le scaphoïde, c'est un des os les moins vascularisés au niveau du poignet, donc ça cicatrise très très mal. Je vous mettrai des radios ici, vous allez voir que j'ai des vis dans le poignet qui vont rester à vie à l'intérieur. Juste pour vous montrer la différence d'amplitude, là à droite, je suis à fond et là à gauche, je suis également à fond. Donc par exemple, je peux même plus faire de pompe les mains à plat. Par exemple, je suis obligé de faire mes pompes sur les poings. Je vous montre ici des petits souvenirs justement qui datent de l'armée. Donc ça, c'était justement quand j'étais VDAT de l'armée de terre. Ça, c'était mon insigne de béret, la pucelle de mon affectation et ça, c'était mes fourreaux d'épaule. Ensuite, j'étais à Saint-Mélsan.
Donc pareil, on a le fourreau, l'insigne de béret et l'écusson. Ensuite, ici à la 11e CCTP de Balma, les fourreaux avec l'arme de transmission. Ici l'insigne de la brigade parachutiste et là l'insigne du régiment. Ça, c'était mon insigne de béret parachutiste. Le brevet parachutiste français numéro 670 592. Brevet para-allemand, stage commando, ma formation de transmetteur. Ça, c'était des petits souvenirs d'Afghanistan avec ici la Task Force Lafayette numéro 4. Ici, on a la médaille de la défense nationale avec forcément troupes aéroportées. Ici, les transmissions. Donc, vous voyez que les transmissions arrivaient avant les troupes aéroportées, au PELS, l'Afghanistan et ici l'ISAF. Du coup, cet accident me rend inapte parachutiste et de toute façon, nous les sous-officiers, il faut savoir qu'on est mutés tous les 5-6 ans. Donc là, j'allais arriver au bout de mon contrat et ma spécialité première, c'était les transmissions et non pas les troupes aéroportées. Donc je devais aller dans un autre régiment de transmission et comme je vous l'ai dit, les régiments de transmission, eux, ils étaient très mal placés. Nord, Alsace, Bretagne et en plus de ça, il y avait cette paye en moins, ces 800 € en moins qui m'intéressaient vraiment pas. C'est à ce moment-là donc que j'ai décidé d'arrêter mon contrat au bout de 5 ans, 6 ans avec la reconversion et que j'ai décidé de me reconvertir dans l'aéronautique pour aller travailler dans la plus grosse entreprise toulousaine, Airbus. Et donc pour Airbus, la formation que je fais, c'est ajusteur-monteur, mécanicien système. Donc pour vous expliquer comment sont assemblés les avions, en fait Airbus c'est pas une entreprise 100% française. Ça va venir d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne. On va avoir plusieurs parties de l'avion qui vont arriver directement à Toulouse et nous à Toulouse on va assembler tout ça. Moi j'étais à la partie fuselage, donc en fait on a le nez de l'avion, le milieu et l'arrière, ça arrive en 3 morceaux et nous on va venir, on va percer tout autour de cet avion là, on va mettre différentes fixations pour que tout tienne en un seul tube, on dirait un grand suppositoire et ensuite on va faire tous les raccordements électriques, carburant, hydraulique, bref tous les branchements pour que ça communique de l'avant vers l'arrière. Pour ceux qui veulent, ça s'appelle le poste 50 et j'étais sur l'avion le A350, l'avion 100% en carbone d'Airbus. Et donc voilà d'où vient mon amour pour le travail bien fait, ça vient tout simplement d'Airbus parce qu'on n'avait pas le choix. Et Airbus, il faut savoir que quand on perce un trou, il faut être absolument droit. Il faut être ni comme ça, ni comme ça. Pourquoi? Parce qu'ensuite on va faire un alésage, on va prendre un alésoir, on va faire un trou encore plus précis qu'avec un forêt et ensuite on va venir vérifier ce trou avec ce qu'on appelle un go-no-go. C'est un petit outil pour voir si le trou est ni trop petit, ni trop gros. Parce que la fixation qui doit rentrer à l'intérieur doit être pile comme il faut parce que forcément cet avion, une fois sous pression, il faut absolument pas qu'il y ait une fixation qui lâche. Pour ça, il faut être super carré. Et toutes ces fixations justement qui sont à l'extérieur de l'avion sur le fuselage, il faut qu'elles soient à tête fraisée parce qu'il faut pas qu'elles dépassent, ni trop enfoncées, ni trop ressortantes. Pour ça, on va utiliser des comparateurs par exemple. Et le moindre écrou est bien serré au couple avec des clés dynamométriques qui sont contrôlées très régulièrement. Bref, on est obligé de bien bosser. Et en plus derrière ça, il y a énormément de contrôleurs qualité qui viennent voir si jamais vous avez mal fait votre travail ou pas. En plus de ça, on avait la pression pour garder notre poste de travail super propre parce qu'à tout moment, les clients des avions pouvaient débouler. Et enfin, concernant l'organisation de l'outillage, tout simplement, on va partager ce matériel entre les deux équipes, celle de jour, celle de nuit. Donc forcément, il faut que tout soit pile à sa place et en un coup d'œil, on peut voir s'il manque quelque chose. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon atelier. Et donc concernant cette période aéronautique, en 2014, j'ai eu ma formation et c'est ensuite entre 2015 et 2017 que j'ai travaillé à Airbus. Pendant cette période-là, moi, je me prends un coach en musculation pour essayer de sécher un peu. Et il s'avère que ce coach, il coachait également Thibaut InShape. Et donc en 2014, je rencontre Thibaut InShape grâce à ce coach. Il voit que j'ai une caméra, un peu de matos et que je sais m'en servir. Et lui, justement, il a besoin d'aide parfois pour tourner des petites caméras cachées dans Toulouse. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler un peu ensemble en faisant des petits pranks dans les jardins toulousains. Et de temps en temps, Thibaut a envie de faire de grosses vidéos et pour ça, il fait appel à Tony, Lilton Morris pour les anciens, avec qui je suis toujours très ami d'ailleurs. À l'heure où je tourne cette vidéo, demain, on a un mariage à shooter ensemble. Et j'ai l'idée, moi, pendant ces gros tournages, de faire des making-of, des behind the scenes. Et vous allez le voir que ces vidéos-là vont être tout simplement les vidéos les plus vues de ma chaîne. Elles ont plu à tout le monde et je suis super content d'ailleurs qu'on ait pu voir justement l'envers du décor à ce moment-là. Du coup, de 2015 à 2017, je travaillais à Airbus, mais en même temps, je fais des petits courts-métrages avec Thibaut. Donc moi, le monde de la vidéo, c'est un monde qui me passionne encore de plus en plus. Mais en même temps, j'ai Airbus qui me donne envie de faire du bricolage. C'est pour ça d'ailleurs que la première vidéo DIY de ma chaîne, ça va être la batte de Nigan, Lucille, où je me suis dit non seulement j'aime le bricolage, non seulement j'aime enseigner grâce à Saint-Melsan, mais en plus de ça, j'ai le matos vidéo. Et donc ça donne un premier tuto. Et c'est en 2017 que je filme mon premier mariage. C'est tout simplement la sœur d'une amie qui a envie de me faire confiance. Je lui dis, je lui fais gratuit. Elle dit ok, pas de souci. Je me donne à fond pour cette vidéo mariage. Ça plaît à tout le monde. Et j'ai d'ailleurs reçu de l'argent pour ce mariage, alors qu'à la base, j'avais dit je le faisais gratuit. Mais quand même, le père de la mariée a dit non, je peux pas laisser ça gratuit. Il m'a même filé un billet et ça m'a fait super plaisir. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu la reconnaissance d'un travail bien fait. Parce que quand on fait des avions, personne nous dit merci beaucoup, félicitations pour l'avion. Mais par contre, quand j'ai rendu cette vidéo de mariage, j'ai vu les émotions que je pouvais procurer et la reconnaissance que je récupérais en retour. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. J'ai pas du tout envie de faire toute ma vie à l'usine, même si j'aimais bien le boulot en soi. J'aimais pas trop la mentalité. Et donc moi, dans ma tête, je commence de plus en plus à m'émanciper, à en avoir marre d'avoir un chef au-dessus de ma tête. Je vois que dans la vidéo, il y a de l'argent à se faire en plus. Donc ça y est, l'idée de devenir vidéaste fait son bout de chemin dans ma tête. Faut savoir qu'à Airbus, on démarre toujours par de l'intérim. On peut jamais démarrer par un CDI. Donc j'ai commencé par faire le maximum, c'est-à-dire 18 mois d'intérim. Et à la fin de ces 18 mois d'intérim, on m'a proposé un CDI. Et c'est à ce moment-là que s'est posé le choix le plus important de ma vie. Est-ce que je pars en CDI à Airbus ou bien est-ce que je teste de vivre de ma passion, c'est-à-dire la vidéo? Je fais un choix assez risqué, je dis non à un CDI, je pars dans la vidéo
vidéo, alors que dites-vous qu'à ce moment-là, j'ai toujours mon crédit d'appart à Toulouse. Mais je regrette en aucun cas d'avoir fait ce choix. Donc en juillet 2017, je dis non à un CDI Airbus. En septembre, je décide avec Pôle emploi de me former pour être télépilote drone. Ça va me permettre de piloter où je veux avec mon drone. À l'époque, pour ça, il fallait passer un diplôme théorique ULM. Donc franchement, c'était dur, fallait le bûcher pendant longtemps. On avait un QCM après à la DGAC à Toulouse. Vraiment assez impressionnant. Une fois qu'on avait obtenu son diplôme théorique ULM, on partait pendant 2 semaines en école de formation. Donc vers octobre-novembre 2017, ça y est, je suis télépilote drone pro. Et c'est en décembre 2017 que j'ouvre ma micro-entreprise. On est maintenant début 2018. Je quitte Toulouse pour arriver à Albi. Pourquoi? Parce que justement, mon ex habitait à Albi. Et d'ailleurs, là-bas, il y a Thibaut. Thibaut, c'est mon meilleur client à ce moment-là. Donc, je mets un locataire en gestion dans cet appartement à Toulouse. Et à partir de là, c'est parti pour vivre des aventures folles avec Thibaut. On a fait des tonnes de vidéos avec les forces de l'ordre. On est descendu de la tour Montparnasse avec les pompiers en rappel. Avec les légionnaires, on a fait une descente en rappel dans les calanques de Marseille. Avec la marine nationale, on a visité la frégate Lafayette. Ensuite, on a fait 3 jours en sous-marin nucléaire. On a visité le porte-avions le Charles de Gaulle. Et avec l'armée de terre, on a même pu défiler au 14 juillet en hélicoptère. Bref, ça c'est juste un petit échantillon de toutes les aventures folles que j'ai vécues et je le remercierai jamais assez pour ça. Et dans cette petite maison à Albi, j'ai un garage et ça va me permettre de commencer à m'équiper petit à petit. J'achète de plus en plus d'outils. Pendant ce temps-là, moi je continue à traîner sur YouTube. Je me forme toujours en vidéo. Sachez que tout ce que je connais de la vidéo, je l'ai juste appris sur YouTube. La seule formation vidéo que j'ai faite, ça va être pour être pilote drone professionnel. Et je tombe de temps en temps sur des vidéos de bricolage américaines et je découvre les river tables, les tables en bois et résine épaulecy. Et en 2019, je décide de passer le pas et c'est à ce moment-là que je crée mon bureau que j'ai toujours aujourd'hui. C'est une vidéo qui a fait déjà plus de 300 000 vues et je suis super fier de ce bureau. C'était mon premier projet en résine épaulecy et j'ai pas commencé petit. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très mal équipé. Mais comme quoi, peu importe ce qu'on a comme outil, on y arrive. Et je reçois une vague énorme de commentaires disant que les gens ont beaucoup apprécié cette vidéo, sachant qu'à ce moment-là, en 2019, en France, il n'y a pas beaucoup de tutos sur la résine épaulecy. Et donc j'y prends goût, j'ai envie de faire ça de plus en plus souvent. Et je réalise à ce moment-là la console d'entrée. Pareil, cette fois-ci en cascade avec le bois qui tombe avec une coupe à 45. Et cette vidéo a encore un plus gros succès. J'étais super content d'avoir réussi à retranscrire toutes ces heures et ces heures de vidéos que je m'étais bouffé en anglais. Et certains d'entre vous ont pu reproduire des tables épaulecy grâce à mes conseils. Et pour ça, j'en suis super reconnaissant. 2020 arrive le confinement. Moi, personnellement, je me sépare de mon ex. Mais par contre, je garde cette maison. Et ça me donne encore plus de temps pour me plonger à fond dans le bricolage. Donc c'est vraiment à cette période-là que la chaîne a bien grossi. Et j'ai commencé à dégager mes premiers 500-600 euros de AdSense. On arrive en 2021. Ça y est, ça fait 3 ans que j'ai ouvert ma micro-entreprise. J'ai envie d'emprunter pour me faire mon projet IMO, construire une maison. Pour ce projet IMO, je vais forcément avoir besoin d'apport. À ce moment-là, j'ai pas d'apport. Donc je dois vendre cet appart à Toulouse. Je vends l'appartement environ 110 000 euros, je crois. J'avais fait peut-être 10 000 euros de plus-value. Mais par contre, j'avais déjà bien remboursé mon crédit. Donc à la fin, je sors de là avec à peu près 90 000 euros. Avec ces 90 000 euros, je commence à m'équiper encore mieux, que ce soit en matos vidéo, en Mac pour le montage ou bien même en outillage. J'achète mon premier poste à souder Lincoln qui coûte plus de 1200 euros par exemple. Je change ma voiture, je me fais mon petit kiff, je prends mon Ford Ranger qui a coûté 28 000 euros et il me reste encore 50 000 euros d'apport que je bloque justement pour ce projet IMO. Je vais voir un courtier, je lui dis que j'ai 50 000 euros d'apport et 3 ans d'auto-entreprise. Va voir les banques et dis-moi combien je peux emprunter maximum. Donc déjà, ça n'a pas été facile parce que faire confiance à un auto-entrepreneur avec si peu d'années, c'est pas évident. Et peu de temps après, mon courtier trouve une banque qui est prête à me prêter 155 000 euros. Donc avec mon apport de 50 000 euros, ça me fait un projet global à 205 000 euros. Ça y est, je peux enfin commencer mes démarches. Je trouve ce terrain ici qui fait 600 mètres carrés pour 60 000 euros. Il est déjà entièrement viabilisé, fibré, etc. Tout à l'égout. En plus, ce qui est bien quand on fait construire, c'est que les frais de notaire sont seulement sur le terrain. Mon projet de construction démarre vers septembre 2021 et en décembre 2021, je retrouve mon épouse. Bon, c'est sûr que nous deux, on aurait pu faire un projet beaucoup plus gros que celui que j'ai fait, mais c'est pas grave. Elle va revendre sa maison en région parisienne. Avec cet argent, on a pu financer tout l'extérieur de la maison. Et pour être tout à fait honnête, on se trouve pas à l'étroit dans cette maison. Même si elle fait que 100 mètres carrés, je l'ai superbement bien dessiné. J'ai pu placer toutes les pièces comme je voulais. Dites-vous que dans 100 mètres carrés, on a réussi à caler quand même un placard dans l'entrée, un coin bureau, on a une buanderie, on a 2 frigos. On a réussi dans le couloir à faire en sorte qu'aucune des chambres ne se touche. On a d'un côté la suite parentale, de l'autre côté une chambre, la salle de bain, une chambre. Donc en tout, on a 2 salles de bain. On a en plus de ça un garage. La moindre des chambres fait au moins 12 à 13 mètres carrés et on peut tout à fait accueillir un enfant, changer une des chambres d'amis en chambre de bébé, il n'y a pas de problème. Si jamais un jour on est à l'étroit, on peut tout à fait faire une extension à côté du salon pour sortir par exemple cette salle à manger qui est ici et la mettre à l'extérieur dans l'extension. Mais pour l'instant, on n'a aucunement envie de changer ou d'agrandir notre projet. De toute façon, vous n'avez pas encore vu toutes les pièces de cette maison. Vous n'avez pas encore vu les 2 chambres d'amis qu'on a envie de repimper. Cet intérieur ici qu'on a envie d'assombrir. En plus de ça, il y a le home gym dans le garage. Je ne vous l'ai pas encore présenté parce que j'ai envie de faire des modifications à l'intérieur. Bref, beaucoup de choses encore à vivre dans cette maison. Donc pour toutes les questions concernant un futur projet IMO, oui, il y en a un. Et non, ce sera pas une autre maison un peu plus grande. Non, ce sera pas une rénovation. Vous savez que je déteste ça. Et non, ça va pas être un simple investissement locatif. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus. On est juste à l'étape de l'ébauche. Désolé de vous teaser, mais je veux pas en dire trop. Voilà, maintenant vous savez tout sur moi. Vous connaissez tout mon parcours, que ce soit le monde du bricolage, le monde de la vidéo. J'espère que j'ai pas été trop barbant avec ce long moment story time. Et maintenant, je vais
vais prendre quelques secondes pour répondre justement à vos questions qui n'étaient pas en lien avec mon parcours. Alors, étais-tu à l'aise avant de commencer tes vidéos YouTube? J'aimerais en faire s'il te plaît. Bah oui, j'étais à l'aise tout simplement, surtout grâce à l'armée, parce que comme je vous l'ai dit, on apprend à parler en public, on apprend à donner des cours, donc tout ça, ça m'a rendu vraiment à l'aise. Et en plus de ça, je vous rappelle que j'ai été à la meilleure école. J'étais à l'école de Thibaut, qui est maintenant le youtubeur numéro 1 en France avec 23 millions d'abonnés, je crois. Donc forcément, on a croisé des tonnes de personnes. On a su donner toujours les bons conseils aux gens pour être bien à l'aise devant une caméra. Ensuite, deux questions un peu similaires. L'armée ne te manque pas et as-tu déjà envisagé d'en rentrer dans la réserve? Alors oui, l'armée me manque et c'est quelque chose que j'envisage, la réserve. Il faut que je me renseigne autour de moi où est-ce qu'il y a un régiment autour d'Albi qui pourrait m'accueillir. Je sais pas non plus ce que je pourrais y faire comme métier vraiment à l'intérieur de cette armée. Est-ce que ça va juste être un chef de patrouille pendant du vigipirate ou pas? À voir ce qu'on peut trouver, mais c'est quelque chose qui me dirait bien oui. Est-ce que tu as déjà eu peur de ne pas y arriver sur un de tes projets? Alors oui, ça arrivait 2 fois. La première fois sur mon projet Cascade, j'essayais à chaque fois de bien le surfacer à la défonceuse, mais en fait je travaillais sur une référence qui était pas droite du tout, qui était pas du tout stable. Donc en fait quand j'appuyais ma défonceuse, j'appuyais plus ou moins et c'était jamais droit. Donc à la fin je me suis retrouvé avec une crêpe comme ça. C'est pour ça que j'ai créé ce cadre en acier autour de la console justement, parce que je savais pas du tout comment récupérer ça, alors qu'à la base je voulais un gros plateau de 3-4 cm d'épaisseur. Et deuxième projet, bah forcément c'est le parking. Quand il a commencé à pleuvoir et que le béton séchait, là je me disais c'est foutu, j'ai fait une grosse connerie en versant tout ce béton dans mon jardin. Quelle est la création dont tu es le plus fier? Bizarrement, c'est la vidéo qui a le moins marché sur ma chaîne YouTube en termes de bricolage, c'est le lit de mon neveu. Non seulement ça a été un projet qui m'a demandé pas mal de calculs, pas mal de raisonnements, qui m'a demandé l'investissement d'une nouvelle machine, la Domino. Je me suis éclaté à travailler avec du bois d'exception, avec ce bois exotique. Ce lit va durer des années et des années. Et surtout, j'ai fait un cadeau dans ma famille qui a été utile. Quand j'ai vu l'émotion que ça a procuré à ma sœur, moi aussi j'en ai chialé. Enfin franchement, c'est un super projet sur lequel j'ai bossé. Bizarrement, ça n'a pas trop marché sur YouTube. Pas grave, moi j'en suis super content à la fois du projet et de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai une fiche là dans le coin si jamais vous l'avez loupé. T'étais pas chauve avant? Non. J'ai jamais été chauve, j'ai toujours eu des cheveux. Là, c'est juste que je suis en train de me faire un petit kiff, je relaisse pousser pour cet hiver, on va voir. En fait, j'ai fait un rêve où j'avais des cheveux, où je me faisais un shampoing tout simplement. Je vous montre des photos. J'ai déjà eu pas mal de cheveux, hein, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. La dernière fois que j'ai eu des cheveux, c'était en 2018. Et depuis, je me rase. Pour toutes les personnes qui ont une calvitie ou qui sont chauves et qui, eux, veulent des cheveux à se faire des implants, je vais leur faire honneur justement en arrêtant de raser mes cheveux un peu, même s'ils ont bien blanchi sur les côtés. Henri Hack. Est-ce que tu es complotiste, d'extrême droite et misogyne à la fois? J'adore Henri, j'adore ce qu'il fait. Allez voir sa chaîne YouTube, franchement, c'est un tueur. Il a fait un bunker dans son jardin, j'ai trop envie d'avoir le même. Et donc non, je ne suis ni complotiste, ni d'extrême droite, ni misogyne. C'est juste que j'aime l'ordre et je suis peut-être un peu parfois traditionnaliste. Voilà. Pas de question, juste pour te dire que je suis chaudronnier et j'adore ton taf. Ça me fait super plaisir. C'est quand les personnes qui sont du métier valident ce que je fais. Une personne qui a été formée là-dedans, qui s'y connaît et qui dit que bah, je taffe mieux que certains pros parfois. Peut-être parce que c'est chez moi et que je suis pas payé pour le faire. Donc au final, je prends le temps de le faire bien. Et que peut-être que pour certains artisans, bah, ça leur prendrait trop de temps de bosser aussi parfaitement et au final peut-être qu'ils s'y retrouveraient pas financièrement, j'en sais rien, mais en tout cas ça fait super plaisir. Une vidéo sur ta cave à cigares et les spiritueux. Donc comme vous voyez là derrière moi il y a le bar, c'est vrai que je vous l'ai pas encore présenté, je vous ai même pas montré le projet sur la réalisation de ce bar, tout simplement parce que j'ai peut-être envie de le refaire. Donc à ce moment là je vous montrerai une vidéo complète sur ma cave et sur les spiritueux que j'aime boire. S'il devait en rester qu'un, quel cigare t'accompagnerait toute ta vie? Oula. Difficile cette question. Bah, direction la cave à cigares. Donc voici la cave à cigares, je vous la présente rapidement. C'est de la marque Klarstein. Le modèle c'est El Presidente. Ce que je vais préférer à l'intérieur, je pense que ça va être super simple. Ça va être ce Quai d'Orsay numéro 54. Aujourd'hui, c'est assez difficile à trouver un Quai d'Orsay, mais franchement, moi j'adore ce cigare. Donc pour la petite anecdote, ça c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait envie d'avoir sa marque de cigare cubain. Donc il a créé ça et c'est super bon et très facile à fumer. Sinon d'autres cigares que j'adore, moi c'est Partagas Lusitania. Celui-là par exemple, c'est le cigare préféré de Michael Jordan. On a ici un petit Plasencia Almafuerte que j'aime beaucoup. Trinidad Esmeralda, ça j'adore et c'est très difficile à trouver, c'est devenu super cher. Ici on a un petit Cohiba BIK, ça c'est tout simplement le cigare le plus cher de ma cave à cigares. Quand je l'ai acheté, il coûtait 38 €. Regardez le BIK 52, quand je l'ai acheté en boîte de 10, il coûtait 380 € les 10. Donc ça fait 38 € pièce. Ensuite les prix en 2022, la boîte de 10 elle coûtait 1180, donc ça fait 118 € pièce. Ensuite on est passé à 180 € pièce en 2023. Et là, j'ai le tarif 2024, 191 € le BIK 52, c'est n'importe quoi, 1900 € la boîte de 10 pour un truc que j'ai acheté 38 balles. Et tout ça, ce sont des tarifs Andorran, c'est même pas les tarifs en France. Je vous laisse même pas imaginer combien ça coûte en France. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo où je vous présente toute la cave à cigares. Comptes-tu commercialiser un jour les meubles que tu fabriques? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Des fois, on a envie de me passer des commandes alors que je suis pas du tout artisan. J'avoue que pour l'instant, non. Peut-être un jour, je m'y mettrai quand j'aurai fini ma maison, quand j'aurai fini ce futur projet dont je vous parle. Mais je pense que je prendrai pas de commande. Je réaliserai un meuble et ensuite je le mettrai à vendre aux enchères ou alors je mettrai un prix. Et, par exemple, je sais pas, je fais une table, je la mets à 500 balles, 1000 balles et celui
qui a envie de l'apprendre, il apprendra. Seul sur une île déserte, tu prends quel outil pour survivre? Il y a de l'élec. Bah, sur une île, il faut couper. Un outil qui coupe tout, je sais pas, une scie sabre. Et pourtant, j'en ai pas de scie sabre à la maison, mais je pense que sur une île déserte, et si on n'est pas limité par l'élec, ou à la scie sabre, ça va être le truc le plus pratique. Tu peux couper des branches, te faire un abri, tu peux te créer des lances, tu peux couper une bête, tu fais ce que tu veux avec une scie sabre. Quelle part de ton temps consacres-tu à YouTube? Vis-tu encore de ton activité de vidéaste? Alors oui, je vis encore de mon activité de vidéaste. Pas plus tard qu'hier, j'étais encore en vidéo corporate. J'ai tourné pour une entreprise d'électricité qui s'appelle ILEC, un fournisseur d'énergie. Et c'était un tournage avec Jarry l'humoriste, voilà, par exemple. Donc là, c'est demain, comme je vous l'ai dit, j'ai encore un mariage. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder, peut-être 3-4 mariages par an, ça me plaît toujours autant d'en faire. C'est vrai que maintenant, YouTube prend de plus en plus de place dans mes journées, tout simplement parce que je suis rentré depuis peu dans une agence de communication qui me met en relation directement avec des marques. Ce sont tous les placements de produits que vous voyez. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup, j'ai jamais eu de vrais mauvais retours sur mes placements. Vous regardez toujours les 1 à 2, 3 minutes sans trop râler. À part la dernière fois où j'ai mis 4 minutes, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un stabilisateur de smartphone et pour moi, c'est trop difficile de tenir qu'une minute. Sachant que la marque, elle, me demande que 90 secondes en général de placement de produit, mais je peux pas tenir juste 1 minute et demie sur un stabilisateur, il y a trop de choses à dire, et puis ça me passionne trop la vidéo. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui va me permettre aujourd'hui d'en faire mon métier. Merci à vous de jouer le jeu, et moi, je fais en sorte de valider à chaque fois tous les produits que je vous présente, et pourvu que ça dure. Es-tu prêt à faire des rencontres abonnés pour parler brico, YouTube, pour les abonnés de ta région ou autre? Bah alors justement, jeudi 3 octobre à 15 h au salon Batimat à Paris, porte de Versailles, j'ai mon pote Paul, donc c'est Paul Barnier et Déborah qui rénovent une grange justement au sud de Toulouse. Ils organisent ce qu'ils appellent un chantier bavard, donc c'est tout simplement une rencontre abonnée, et la prochaine aura lieu le 3 octobre à Batimat. Donc ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera trop plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, mettez un pouce bleu. Normalement, j'ai répondu à toutes vos questions, si jamais il vous en reste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous voyez qu'en bas de mes vidéos, je réponds absolument tous les commentaires. C'est encore moi qui le fais personnellement, il n'y a aucun problème avec ça, j'adore le faire. Si vous prenez le temps d'écrire, c'est la moindre des choses que moi je prenne le temps de répondre. Merci encore à Display d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller cliquer en description et d'utiliser mon code pour avoir des réductions sur ces beaux posters métalliques. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!